Le lait en poudre pour bébé. De la poudre, blanche comme neige. Mais pour certains, précieuse comme de l'or. C'est cher, c'est petit, la demande ne diminue jamais. C'est facile à revendre, tout ça en fait le produit parfait. Quand on pense au crime organisé, on a souvent en tête les gangs, les cartels, la drogue, mais il existe des organisations criminelles plus singulières. Qui, lorsqu'elles se créent à la base, ne sont pas illicites. Puis, l'appât du gain. Comment une femme quasiment seule a-t-elle pu entreprendre un trafic de lait en poudre pour bébé et se faire des millions de dollars? « 2011, Newport Richey, paisible ville de Floride, aux États-Unis. C'est là que résident Alexis Datahdine et son époux Ronald, qui avaient établi leur foyer dans un agréable ranch en compagnie de leurs 2 enfants, Axel et le tout petit Daniel. Toutefois, Daniel, âgé de seulement 2 ans, est atteint d'une maladie génétique rare. Une maladie aussi rare que coûteuse à traiter, exigeant de plus une présence constante au quotidien pour accompagner Daniel. Ronald passait de longues heures à entretenir des piscines, un emploi qui, malgré son dévouement, offrait un salaire modeste. Pendant ce temps, Alexis avait œuvré dans la gestion des lignes téléphoniques d'un hôpital, mais elle avait récemment renoncé à son poste afin de se consacrer pleinement à son fils Daniel. Cependant, cette décision avait un prix. Alexis ne gagnait plus d'argent. Et le maigre salaire de Ronald se révélait insuffisant pour parvenir aux besoins du couple, tout en assurant le coûteux traitement de Daniel. Il leur fallait donc une autre rentrée d'argent. Aux États-Unis, il existe une aide gouvernementale nommée Medicaid qui permet aux familles aux revenus modestes d'obtenir du lait en poudre pour bébé si elles en ont besoin. Il se trouve qu'Alexis Datahdine avait du surplus de ce lait en poudre que lui avait fourni Medicaid. Un jour, elle décida de publier une annonce sur Craigslist, qui est en quelque sorte le bon coin américain, et a rapidement trouvé un premier acheteur. Puis un second, qui, on le verra, va changer sa vie. Cette deuxième personne se nommait Alicia Tondreau-Lévy. Elles se sont rencontrées sur le parking d'un McDonald's, à 1 heure de route environ de Newport Richey. Alicia a été très intéressée par le surplus de lait en poudre que possédait Alexis Datahdine et est vite devenue une cliente récurrente, les conduisant à se rencontrer toutes les 2 semaines environ. Tondreau-Lévy a expliqué à Alexis Datahdine qu'elle avait une entreprise de bénévolat en quelque sorte, qui redistribuait le lait en poudre à des familles dans le besoin. Alexis, qui, je le rappelle, est sans emploi, se découvrit rapidement intrigué par cette entreprise. Et avant qu'elle ne le réalise, elle était recrutée par Alicia pour jouer un rôle crucial. Elle sera en charge d'une partie de l'approvisionnement, en trouvant du surplus de lait en poudre dans la région et en les remontant à Tondreau-Lévy en échange d'une commission. Un travail idéal pour Alexis, qui pourrait fixer ses horaires comme elle le souhaite et générer un peu d'argent tout en continuant de s'occuper de son fils Daniel. Elle a reçu un guide de démarrage, comme toutes les autres femmes qui étaient recrutées car elle n'était pas la seule. Comment créer une annonce sur Craigslist, comment promouvoir l'entreprise, un logo, un slogan, un modèle de facture, des cartes de visite, une adresse mail, des explications sur le processus, ramassage gratuit, paiement en espèces uniquement, rencontrer les clients dans des lieux publics. Des éléments plutôt intrigants, surtout pour une entreprise soi-disant bénévole. Les premières semaines d'Alexis Datahdine furent fructueuses. Elle a même été intégrée par Tondreau-Lévy aux décisions stratégiques de l'entreprise, au marketing, et elle prenait même certaines initiatives. Un jour, elle eut l'idée de créer des reçus pour les vendeurs, une mesure visant à mieux suivre les ventes. Elle conçut alors un prototype qu'elle montra à Tondreau-Lévy. Cependant, cette dernière déclina l'offre, trouvant pour des raisons étranges que ces reçus laisseraient des traces, ce qu'elle préférait éviter. Quelques mois plus tard, le commerce de Datahdine tournait bien. Elle avait ses fournisseurs réguliers qui lui vendaient chaque semaine quelques boîtes de lait en poudre. Mais, curieusement, certains fournisseurs lui vendaient beaucoup plus. Comme Julie qui lui vendait parfois plus de 1000 $ de lait en poudre. Ou encore un couple, Crystal et Chris, qui lui avaient vendu plus de 150 boîtes d'un coup. Les raisons semblaient multiples et variées. Un membre de la famille qui possédait un magasin de produits pour bébés et qui cherchait désespérément à écouler son stock, une entreprise de vente en gros et bien d'autres explications. Ces événements semblaient évoluer loin de leur plan initial qui consistait simplement à récupérer quelques boîtes de surplus pour les redistribuer. D'autant plus lorsque Tondreau-Lévy ouvrit un compte à la Bank of America, procédant même à un virement d'argent avant même de réceptionner les boîtes de lait en poudre. Tout ça dans le but de s'assurer qu'Alexis serait en mesure de gérer ses futures acquisitions de grande envergure. Tondreau-Lévy a même commencé à lui faire des commandes. J'ai besoin de 35 boîtes pour demain. Peux-tu voir avec Julie? Encore une fois, très loin de la simple entreprise de bénévolat d'origine. La grande évolution de ce business a permis à Alexis d'engendrer beaucoup plus d'argent qu'avec son ancien métier. Elle a pu acheter une nouvelle voiture, investir dans du matériel médical de qualité pour son fils Daniel. Et tout ça a fait qu'au fur et à mesure, Datahdine et Tondreau-Lévy se sont liés d'amitié. Tondreau-Lévy avait une quinzaine d'années de plus que Datahdine qui la considérait un peu comme une mère. Elles se soutenaient mutuellement dans les problèmes qu'elles pouvaient rencontrer au quotidien. Elles discutaient beaucoup, se voyaient pour diverses activités. Et Datahdine a même passé des vacances à côté de chez Tondreau-Lévy afin qu'elles puissent passer du temps ensemble.
Alexis était peut-être un peu naïve. C'est au milieu de l'année 2012 que la situation prit un virage inattendu. La police commença à recevoir un flot constant de rapports en provenance des supermarchés de la région, tous évoquant le même constat. Un produit spécifique était devenu la cible de vols massifs. Et ce produit, c'était le lait en poudre pour bébé. Étant donné que les vols étaient dispersés sur l'ensemble de la région, l'hypothèse du vol d'employés, qui est souvent l'hypothèse numéro 1, a très vite été écartée par les enquêteurs. Le responsable de l'enquête prit position sans tarder, estimant qu'il s'agissait d'un vol à grande échelle, évoquant la possibilité d'une organisation criminelle. Ce genre d'organisation criminelle adopte la plupart du temps une structure pyramidale. Un patron au sommet de la structure, des subordonnés chargés de la gestion de secteur ou de diverses activités, et en bas de cette hiérarchie, des voleurs professionnels. Leur cible de prédilection se porte souvent sur des biens de grande valeur, très recherchés par le marché noir. Des sacs à main de luxe, des ordinateurs portables ou même des produits pharmaceutiques. Pourtant, en 2016, le troisième article le plus prisé par ces voleurs était, de manière étonnante, le lait en poudre pour bébé. Le responsable de l'enquête a commencé à recevoir des vidéos de caméras surveillance de personnes qui volaient bien plus que pour leur utilisation personnelle. Comme dans cette vidéo où la personne fait mine d'acheter un bac de stockage qu'elle remplit en fait de lait en poudre. Ou encore celle-ci où l'on utilise une poussette que l'on remplit de boîtes. Pour lutter contre ces vols à répétition et tenter de démasquer les voleurs, certains supermarchés ont renforcé leurs mesures de sécurité et de contrôle. Et un soir, durant l'été 2012, bingo. Les agents de sécurité d'un supermarché appelé Publix ont réussi à attraper un couple d'une trentaine d'années alors qu'ils tentaient de voler 13 boîtes de lait en poudre pour bébé. Ils furent interrogés par la police locale et avouèrent avoir 2 acheteurs. Une petite entreprise en ligne mais qui vendait des quantités trop faibles pour les tenir responsables de tous les vols de la région, et l'autre acheteur était une femme, Alexis Datadine. Lorsque la nouvelle de l'arrestation parvint à Alexis Datadine, une profonde angoisse s'empara d'elle. Elle avait eu des interactions avec ce couple à maintes reprises, les rencontrant au moins une dizaine de fois pour acheter du lait en poudre. Affectée par ce qui se passe, elle raconta à Tondreau Lévy. Mais celle-ci semblait imperturbable, et tout ce qui lui importait, c'était que Alexis reste calme et qu'elle reprenne rapidement le travail. Au fil des mois, l'obsession de Tondreau Lévy pour la productivité et la quantité ne faisait que grandir. Elle se montrait parfois intransigeante envers Datadine. Et étonnamment, un mois plus tard, Brian, l'homme du couple qui venait de se faire arrêter, reprit contact avec Datadine pour, de nouveau, lui vendre des boîtes de lait en poudre. En septembre, 2 mois après l'arrestation, Datadine se rendit sur le parking d'un supermarché pour sa rencontre avec Brian, qui n'était pas venu seul, mais pas avec sa femme. À ses côtés se trouve un inconnu du nom de Donnie, une personne que Datadine n'avait jamais croisée auparavant. Donnie se présenta comme étant en quelque sorte un voleur professionnel. Mais cette fois-ci, Datadine ne posait pas de questions, allant même jusqu'à demander à Donnie son numéro pour qu'il puisse rester en contact. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet inconnu ne s'appelait pas Donnie, qu'il n'était pas un voleur professionnel. Sa véritable identité était George Moffett, adjoint au shérif de la région. Dans les semaines qui suivirent, Datadine rencontra à maintes reprises ce mystérieux Donnie. Donnie enregistrait toutes les conversations avec Datadine. Pendant leur conversation, Datadine, de manière un peu trop naïve, partageait beaucoup d'informations concernant l'entreprise, mentionnant une partenaire à Orlando et évoquant même des acheteurs en Chine. Donnie alla encore plus loin, en parvenant à fixer un traceur GPS sur le véhicule de Datadine. Grâce à cet appareil, il put la suivre discrètement, jusqu'à un soir, alors qu'elle se rendait dans un parking où l'attendait une femme d'une 50aine d'années. Chacune d'elles était au volant d'une camionnette et entre elles s'entassaient des piles entières de lait en poudre pour bébé. Les enquêteurs prirent la femme inconnue en filature jusqu'à son domicile, et grâce à la plaque d'immatriculation de sa camionnette, ils parvinrent à retrouver un contrat de location, signé au nom d'Alicia Tondreau Lévy. Alicia Tondreau Lévy avait érigé dans la région un petit empire dédié au lait en poudre pour bébé. C'est grâce au cousin de son mari, un professionnel de la vente au détail, qu'elle avait été initiée à ce commerce particulier. Elle avait débuté de manière modeste, comme Datadine, en achetant du surplus à des familles pour les expédier à son cousin, qui la revendait sur eBay en échange d'une commission. Elle réalisait peu de profits, puis peu à peu, le schéma pyramidal dont je vous ai parlé précédemment s'est mis en place, faisant grossir le business. Les bénéfices et le trafic grossissant rapidement, elle se fait remarquer auprès de ses voisins. Les livraisons, d'abord effectuées par des chauffeurs UPS, se transformèrent en arrivée de semi-remorques à son domicile. Et ses voisins qui se plaignaient commencèrent à comprendre que quelque chose de bien plus important que son petit commerce se tramait. Nous arrivons début 2013, 6 mois après l'arrestation du couple, et le trafic avait pris une ampleur considérable. Tondreau Lévy avait déplacé son activité vers des entrepôts qu'elle avait loués, et ces entrepôts débordaient de produits. Elle s'était entourée d'une demi-douzaine de subordonnés, chacun responsable d'une zone spécifique, avec des comptes bancaires distincts.
loin de l'idée initiale d'une petite entreprise bénévole à laquelle Datadine avait pensé adhérer. L'ampleur du réseau devenait de plus en plus préoccupante pour elle. Cette réalité commençait à refroidir sa relation avec Tondre Lévy. Mais cette dernière n'était pas inquiète, elle avait d'autres subordonnés qui lui fournissaient ce dont elle avait besoin. Elle avait franchi un nouveau cap en vendant directement à des grossistes des quatre coins des États-Unis et allant même jusqu'à vendre à des clients chinois. Entre 2012 et 2014, ces expéditions totalisaient 60 tonnes de produits, soit près de 2 millions de dollars de transactions. Elle s'était métamorphosée en une véritable baronne du trafic de lait en poudre. Ses clients et ses subordonnés la décrivaient comme une femme d'affaires exceptionnelle, capable de gérer une organisation logistique délicate avec une grande maîtrise. Au cours de l'année 2013, les enquêteurs ont continué à voir disparaître du lait en poudre des rayons des supermarchés de la région. Cependant, une piste va leur permettre d'avancer dans leur enquête lorsque l'un des agents découvrit une annonce sur Craigslist. Une certaine Julie se proposait d'acheter du lait en poudre en grande quantité dans la région. Ils vont alors commencer un travail de traçage entre elle, Datadine et Tondre Lévy, qu'ils surveillaient déjà. Ils vont éplucher minutieusement des relevés téléphoniques, des relevés bancaires, des mails, et l'un des enquêteurs va même jusqu'à rencontrer cette Julie sous couverture. Rapidement, ils identifièrent Julie comme étant en réalité Juliana Guzman, l'une des subordonnées de Tondre Lévy. Et c'est à partir de ce moment que tout prit une tournure décisive. L'un des fournisseurs de Guzman était une femme, Janine, qui était une spécialiste du vol de lait en poudre pour bébé. Elle réussissait parfois à sortir d'un supermarché avec plus de 500 $ de lait en poudre. Elle opérait avec une complice à chaque fois qui l'attendait sur le parking des supermarchés où elle volait, plaque d'immatriculation masquée, et presque chaque jour, elle visitait 1 à 3 supermarchés pour dérober de la marchandise. Grâce à l'identification de Julie, alias Juliana Guzman, il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour remonter jusqu'à Janine et sa complice. Ils les suivirent pendant près d'un mois, jusqu'au jour où, sortant d'un Publix, les bras chargés de boîtes de lait en poudre volées, la complice de Janine fut assaillie par des policiers masqués et armés. Alors certes, cela pourrait sembler excessif pour une simple voleuse, mais le fait est que la complice de Janine avait été aperçue plus tôt dans le mois sortant d'un magasin d'armes, ce qui incita la police à prendre des précautions. 2014 et à présent, les enquêteurs avaient une connaissance approfondie de l'ensemble du réseau lié à ce trafic de lait en poudre pour bébé. Cependant, le problème était que la plupart des preuves recueillies contre Tondre Lévy n'étaient pas suffisantes. En réalité, elle n'était jamais reliée directement au vol. Si elle venait à être arrêtée et jugée, elle n'irait simplement savoir que ses subordonnés achetaient des boîtes à des voleurs. Il fallait donc autre chose. Les enquêteurs se sont rendus au domicile de Datadine pour essayer de la retourner contre Tondre Lévy. Ils avaient des preuves audio où l'on entend Datadine parler à plusieurs reprises d'achat de boîtes volées. C'était donc dans son intérêt de coopérer, ce qu'elle accepta. Elle suivait les instructions et annonça à Tondre Lévy qu'elle ne souhaitait plus travailler avec elle. Car un de ses fournisseurs, Steve, qui lui vendait d'énormes quantités, la mettait mal à l'aise. Tondre Lévy morda à l'hameçon. Alors, donne-moi le numéro de Steve. Steve allait bien évidemment être un agent infiltré. Ils se rencontrèrent le lendemain pour la première fois. Tondre Lévy a d'abord été très prudente, demandant à plusieurs reprises l'origine des boîtes de lait, mais Steve a bien sûr été très équivoque. Lors de leur rencontre, il dit très clairement que les boîtes ont été volées. Sur le coup, Tondre Lévy est un peu troublée. Elle dit à Steven qu'elle n'est pas une voleuse, qu'elle n'achète pas de produits volés. Mais après quelques minutes, que fait-elle? Elle charge son camion, avec les palettes de boîtes de lait en poudre de Steven. Elle venait de commettre l'erreur qui lui sera fatale. Le 2 juillet 2014, elle rencontra de nouveau Steven pour un transfert qui allait être l'un de ses plus gros. 3300 pots de lait en poudre, l'équivalent de 85 000 $ de produits. Elle était une nouvelle fois passée totalement outre l'origine de ces boîtes. Les gains étaient trop importants pour s'en inquiéter. Et une fois le chargement des boîtes terminé, la police débarqua de tous les côtés pour finalement arrêter Alicia Tondre Lévy. En août 2016, après 2 ans de procès, Tondre Lévy fut déclaré coupable de racket, de trafic de biens volés et de blanchiment d'argent, écopant d'une peine de 20 ans de prison. Ce qui peut sembler énorme, on est d'accord, mais certains éléments ont aggravé sa situation. Elle n'a jamais consenti à reconnaître les faits et a toujours refusé de plaider coupable. À ses yeux, elle travaillait dur, et si des erreurs avaient été commises, c'était par pure naïveté, une confiance placée en de mauvaises personnes. Elle se considérait comme une chef d'entreprise ordinaire victime de la malhonnêteté de ses collaborateurs. Néanmoins, comme nous l'avons vu lors de ses dernières transactions, ça ne correspondait clairement pas à la réalité. En ce qui concerne Datadine, elle n'a pas écopé d'une peine d'emprisonnement. Sa peine se limita au versement de sanctions financières et elle continue d'habiter Newport Richey en Floride. Tondre Lévy aurait probablement dû reconnaître ses torts comme Datadine, car elle est toujours incarcérée aujourd'hui, près d'une décennie plus tard, dans les murs de la prison d'Hernando en Floride. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si ça t'a plu, je t'invite bien évidemment à liker la vidéo, à t'abonner si c'est pas encore le cas. Ça faisait longtemps, ça faisait 10 mois depuis la précédente vidéo. Bon, il y en a eu 2-3 entre-temps, voilà, il y a eu beaucoup de doutes, de remises en question, j'ai essayé des choses pour finalement revenir au type de contenu que je faisais de base, et ça me plaît. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas 10 mois avant la prochaine, je vais essayer d'avoir un bon rythme et vous proposer du contenu beaucoup plus souvent. En tout cas voilà, hâte de la suite, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt, salut.